Kidal, on l'attendait d'ailleurs depuis les accords signés à Alger en 2015. Maintenant, qu'est-ce qui va changer dans la nouvelle donne sécuritaire au Nord Mali? Alors, qu'est-ce qui va changer dans l'immédiat? Il y a très peu de choses qui vont changer. L'entrée de l'armée malienne à Kidal est avant tout symbolique. Parce que, comme vous le rappeliez, depuis la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, qui a été signé entre le gouvernement malien et les ex-mouvements rebelles, la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme des mouvements du 14 juin à Alger, l'armée malienne n'a pas fait son retour. Elle était attendue. D'autres symboles de l'État étaient présents, comme le gouverneur, qui y est depuis plus d'une année, depuis plus de 2 ans d'ailleurs. Et qui a d'ailleurs accueilli la colonne de l'armée malienne, de l'armée reconstituée, parce que cette armée, elle est composée à la fois de militaires de l'armée régulière, mais aussi d'anciens rebelles, c'est-à-dire des militaires issus de l'ex-rébellion, de la CMA et de la plateforme. Donc elle était attendue parce que Kidal était considéré un petit peu comme le bastion de l'ancienne rébellion, et surtout parce que l'exception de Kidal était, aux yeux d'une partie de l'opinion publique malienne, un déni de souveraineté pour l'État malien. Le cas de Kidal a également fait l'objet de discussions non seulement à l'intérieur du Mali, mais aussi à l'extérieur. Des chefs d'État de la région comme le président nigérien ont à plusieurs reprises réclamé le retour de l'armée malienne, considérant que le vide créé par l'absence de l'armée malienne profitait avant tout au groupe armé terroriste. Absolument. Justement, l'intégrité du Mali a été restaurée peut-être avec l'entrée de l'armée, les FACA au niveau de cette zone de Kidal. Maintenant, est-ce que cela veut dire que les forces étrangères vont quitter, ou c'est le moment de rester pour mieux gérer la sécurité? Alors, je pense qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. On parle d'un bataillon de plus de 400 éléments qui vont principalement surveiller, disons, garder les positions des institutions de la République à Kidal, c'est-à-dire le gouvernorat, certains services techniques, les édifices publics essentiellement. Il faut rappeler que Kidal, la ville de Kidal en ce qui la concerne, est probablement la ville qui enregistre dans le nord du Mali le plus faible taux d'incidents. Donc ce n'est pas pour des raisons de sécurité avant tout que l'armée malienne est déployée. Encore une fois, elle est déployée d'abord pour des raisons politiques, parce que Kidal apparaissait un petit peu comme une enclave dans un pays indivisible, ou en tout cas proclamé comme tel. Et cela ne convenait pas non seulement pas à l'opinion publique malienne dans sa majorité, mais aussi au gouvernement malien et à certains pays de la région. Donc c'était surtout pour rompre avec cette image d'exception. Ensuite, je disais que la mission principale de ce bataillon, qui est de plus de 400 militaires, va consister à contrôler, à garder des édifices publics, le gouvernorat et certains services techniques de l'État. Ensuite, ce qu'il convient de dire, c'est que la CMA ne va pas disparaître. La CMA est très présente dans la ville de Kidal. Il y a suffisamment de défis sécuritaires, parce qu'on parle de la ville, mais il y a la région de Kidal, qui est beaucoup plus vaste que la ville de Kidal, qui, elle, connaît des incidents de façon ponctuelle, de façon assez récurrente d'ailleurs, qui sont le fait non seulement de groupes affiliés au JNIM, mais souvent on évoque même des incursions de l'État islamique dans le Grand Sahara. Donc l'armée malienne reconstituée est une force supplémentaire, mais ce n'est pas la seule qui va contrôler, surveiller et garder la région de Kidal. Voilà, vous l'avez dit dans vos propos, de manière symbolique, en tout cas l'armée malienne est parvenue, en tout cas, disons, à venir à Kidal. On le sait qu'il y a une certaine disparité au sein de la population malienne. Il y a aussi l'étendue du territoire malien qui fait que véritablement il y a un problème pour pouvoir, en tout cas, gérer tout cela. 400 éléments, de manière symbolique, donc, sont entrés, disons, à Kidal. Est-ce que vous pensez que véritablement cela suffirait à garantir, disons, un petit peu, disons, toute la sécurité au niveau de la région de Kidal, par exemple? Alors absolument pas. La région de Kidal, pour vous donner une idée de sa superficie, elle fait à peu près 26 000 km. Ce qui n'est pas rien. C'est une région assez vaste, avec des points d'entrée assez importants, assez nombreux. Donc il n'est pas raisonnable de penser que 400 éléments, voire 600 éléments vont suffire pour protéger, garantir la sécurité des populations et de leurs biens dans la région de Kidal. Maintenant, pour parler de la ville de Kidal, évidemment, c'est un apport significatif, 400 éléments dans une ville comme Kidal. C'est important, ce n'est pas rien.
c'est symbolique, mais c'est aussi significatif. Ça va permettre peut-être, éventuellement, non seulement de restaurer la confiance entre les parties, parce que l'objectif, au-delà du symbole, c'est aussi de restaurer la confiance entre les militaires maliens d'un côté de l'armée régulière, mais aussi les anciens rebelles qui, pour certains, avaient déserté en 2012 l'armée malienne. Donc il y a un test, non seulement pour jauger la bonne foi des acteurs, mais aussi un test pour évaluer le niveau de confiance et l'état d'esprit dans lequel les militaires maliens et les anciens rebelles se trouvent. Mais en tout cas, justement, le président malien est pratiquement prêt à tout pour que la paix revienne. Il a même annoncé qu'il est prêt, même s'il a dit que ça s'est discuté au sein du dialogue national, qu'il était prêt à discuter avec les terroristes, même si la France n'est pas d'accord. Comment vouloir maintenant combattre les terroristes et vouloir après discuter avec eux? Est-ce que ce n'est pas trop paradoxal aussi, cette décision-là? Alors, je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière. En 2012, déjà, l'idée d'un dialogue de discussion avec les groupes qualifiés de terroristes ou de djihadistes avait été évoquée. Elle a divisé non seulement la classe politique malienne, l'opinion publique malienne, mais aussi au-delà des frontières du Mali. Donc ce n'est pas du tout un débat nouveau en tant que tel. Mais en 2013, ce qui se passe, c'est qu'il y a une avancée sur Konna. Et à partir de 2013, on considère que ces groupes ont franchi le Rubicon. Et donc on les exclut de potentiels dialogues, discussions avec le gouvernement malien. On arrive en juin 2013 à conclure un accord préliminaire qui permet d'organiser l'élection présidentielle. Et depuis cette date, on a un discours officiel opposé fermement au dialogue avec ces groupes qui ont été qualifiés de djihadistes, de terroristes. Donc le débat n'est absolument pas nouveau. Ce qui change, c'est qu'en 2017, il y a une conférence d'entente nationale qui a été organisée, prévue déjà par l'accord pour la paix et la réconciliation, qui a été signé en 2015. Cette conférence nationale, dans ses recommandations, préconise un dialogue avec les djihadistes maliens. Précise bien que le dialogue n'est possible qu'avec les Maliens qui acceptent de ranger ou de déposer les armes, qui sont ouverts au dialogue. 2019, il y a ce dialogue national inclusif avec la même recommandation. De 2017 à 2019, la position du gouvernement, en tout cas la position du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, était d'une certaine inflexibilité. On ne discute pas avec, on ne dialogue pas avec ces éléments-là. En 2019, effectivement, la situation sécuritaire, elle s'est aussi dégradée depuis 2012, depuis 2017. Et donc, on est dans une forme d'impasse. Et donc l'idée d'explorer ce dialogue-là, parce qu'on n'est pas à l'étape des négociations, on parle pour l'instant d'un dialogue, je crois qu'il est bon de faire la distinction entre le dialogue et la négociation. On n'est pas encore à l'étape de négociation avec ces groupes-là. On évoque un dialogue. Il faut savoir qu'il y a des canaux de discussion informels déjà avec certains de ces groupes-là. Oui, mais pendant qu'on annonce un dialogue avec Iyad Adgali et les autres, il y a eu quand même une autre attaque hier à Mopti qui a fait un mort du côté des soldats et des blessés. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y a d'autres groupes qui ont envie de se manifester pour peut-être dire non ou peut-être dire oui à ces discussions pour qu'on se rappelle d'eux aussi. Alors il faut absolument pas penser que cet appel au dialogue va mettre fin aux attaques de la part de ces groupes-là. Il faut s'attendre plutôt au contraire. On va probablement être dans une forme de rejet dans un premier temps de cette main tendue, parce que Iyad Adgali n'est pas tout seul. Il est au sein d'une coalition, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, avec d'autres nationalités, avec d'autres groupes qui ont d'autres intérêts parfois. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que cet appel... Il y a Amadou Koufa, mais qui répond à Iyad Adgali, qui répond d'Iyad Adgali, qui est lié à Iyad Adgali, parce que la Katiba qui est dirigée par Amadou Koufa est une Katiba dans Sardine, qui est le groupe de Iyad Adgali. Je pense qu'il faut attendre de voir comment les choses vont se mettre en place. Et il est important de préciser que le dialogue n'est pas la panacée pour résoudre la situation, la grave crise que traverse le Mali, mais aussi le Sahel. Le dialogue est un outil dans une boîte à outils. Donc il n'est pas forcément contradictoire d'appeler au dialogue pendant qu'on planifie des opérations militaires. Je crois que tout dépend du séquençage des opérations, du séquençage des actions. On ne va pas résoudre la situation dans le Sahel à coup d'opérations militaires. On ne va pas la résoudre à coup
de financement de projets de développement, on ne va pas la résoudre à coup de réformes dans le domaine de la gouvernance. On la résoudra avec tous ces éléments-là. Donc il n'est pas incompatible d'avoir des opérations militaires, ou en tout cas de planifier des opérations militaires et de lancer un appel au dialogue. Donc c'est des instruments qui peuvent être utilisés de façon coordonnée, de façon séquencée. Voilà, on le voit en tout cas la complexité plutôt de la situation qui sévit au Mali, qui est quand même sur plusieurs fronts, ça on le sait. À votre avis, l'armée malienne devrait-elle continuer à attaquer les positions rebelles à cette période précise, ou alors peut-être essayer de jouer un tout petit peu l'accalmie en attendant que certainement que les discussions prennent forme avec notamment ce changement de position du président malien? Alors je pense qu'il est important de distinguer la rébellion de ces groupes qu'on qualifie parfois de terroristes, parfois de djihadistes. Il y a un accord qui a été signé en 2015 entre la rébellion, donc celle qui avait des revendications jugées comme politiques, des revendications notamment en lien avec l'indépendance d'une partie du territoire, l'autonomie d'une partie du territoire. Il n'y a plus de combat entre l'armée malienne et cette rébellion ou cette ex-rébellion. Maintenant, ce que vous demandez, est-ce que l'armée malienne doit arrêter ses opérations contre les forces jugées négatives, terroristes ou djihadistes? Je pense que l'armée est de toutes les façons dans une position défensive. La question n'est pas de savoir si l'armée va arrêter ou pas, mais est-ce que les groupes en face vont arrêter leurs opérations contre l'armée? Visiblement non. Visiblement non, et je pense que de toutes les façons, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils arrêtent totalement leurs opérations. On est aussi dans une situation de rapport de force, et le dialogue n'aura de sens finalement que si le rapport de force change en faveur du camp gouvernemental. Alors aujourd'hui, la France veut renforcer ses positions autour de la zone des 3 frontières. Alors pendant ce temps, les États-Unis aussi ont dit qu'ils vont retirer leurs troupes. Alors comment pouvoir faire face de façon objective et conséquente à cette force de feu des terroristes? Je crois qu'il y a la situation au Sahel, la situation sécuritaire requiert de la solidarité des puissances occidentales. Oui. Cela est indéniable. En 2013, si la France n'était pas intervenue au Mali, oui, sans avoir de boule de cristal, je pense que les choses auraient été tout autres. Donc il est important de reconnaître quelque part les faiblesses et les limites, les insuffisances de ces armées nationales, de ces pays sahéliens. Maintenant, les puissances occidentales ne vont pas tout faire à la place des armées nationales. Et je pense que c'est une erreur de penser que les puissances occidentales vont supplier, vont remplacer, se substituer aux forces armées nationales. Justement, j'allais en venir. Comment est-ce, dans ce cas de figure, comprenez-vous un petit peu, disons, la sortie d'une frange de la population malienne qui demandait à ce que, par exemple, l'armée française s'en aille? Et cela a amené un certain débat, en tout cas par rapport à cette situation qui sévit dans ce pays. Je crois que quand vous analysez un peu plus les critiques qui sont portées contre l'opération militaire française, je pense que c'est important de le préciser, pas contre la France ou les Français de façon générale, mais contre l'opération militaire Barkhane. C'est plutôt la perception d'un manque d'efficacité. Parce que si vous regardez bien, l'opération Barkhane est en cours depuis 2014, elle a succédé à l'opération Serval qui, elle, a commencé en 2013. Et depuis, l'insécurité n'a cessé de gagner du terrain. Ouais. Et donc les populations, les attaques se sont multipliées, les groupes se sont étendus, les violences se sont elles aussi étendues à des zones qui n'étaient pas autrefois des foyers de tension, mais surtout des cibles de ces groupes-là. Donc les populations sont dans un questionnement. Et je pense qu'il est important d'écouter et d'entendre ce questionnement que les populations se posent. Donc la véritable réponse que doivent apporter la France, mais aussi les pays sahéliens, c'est la pédagogie et l'explication. La lutte contre ces groupes va prendre du temps. Et il faut bien entendu... Ils vont continuer à s'attaquer aux positions africaines et les Africains n'ont pas assez de moyens. Le G5 Sahel, on a vu ce que c'est. On a même attaqué le Garci ici au niveau de la frontière entre le Mali et le Sénégal au niveau de Kidira. Qu'est-ce qu'il faut faire pour davantage donner aux Africains les moyens qu'il faut pour faire face? Je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'un diagnostic sévère, on va dire, sans complaisance en tout cas, de ce qui ne va pas, de ce qui n'a pas marché jusque-là. Parce qu'effectivement, 7 ans, 8 ans après le début de la crise, il est parfois incompréhensible
que certaines pratiques continuent d'alimenter la vie politique dans nos pays, des pratiques de corruption, de népotisme, de mauvaise gouvernance, de mauvaise gestion, y compris au sein des forces de défense et de sécurité. Donc je crois qu'il y a probablement des leçons importantes à tirer des échecs passés, mais plus récents. Il y a un travail profond à faire sur l'architecture de nos États, sur nos appareils sécuritaires et sur nos appareils administratifs. Je pense que pour résoudre la situation sur le moyen et long terme, on ne peut pas faire l'économie de profondes réformes de nos appareils administratifs, mais de nos appareils sécuritaires. Donc il est illusoire de penser que les questions sont détachées, les questions sont liées. La question de la gouvernance est liée à la question de l'efficacité des forces de défense et de sécurité. Si vous n'avez pas une gouvernance transparente, si vous n'avez pas une meilleure gouvernance au sein de l'appareil d'État, au sein des forces de défense et de sécurité, vous assistez à des situations où vous découvrez tous les jours que votre armée est incapable de repousser une attaque, que le moral de vos troupes est atteint, que vos troupes parfois ne sont pas équipées, elles ne sont pas non plus dans l'état d'esprit nécessaire pour contrer ces groupes-là. Donc je crois qu'il y a une introspection importante à opérer au niveau des États sahéliens pour voir quels sont les ressorts sur lesquels il faut s'appuyer, et quelles sont les solutions que les États, bien entendu, encore une fois, au plan national, peuvent eux-mêmes apporter avant éventuellement de recourir à l'aide internationale. Les sommets qui se tiennent et qui n'ont aucun résultat sur de terrain. Il y a trop de sommets et pendant ce temps, les terroristes font ce qu'ils veulent sur le terrain. Alors un sommet, oui, il y a une multiplication de sommets sur le Sahel. Je pense qu'il est même presque difficile de dénombrer le nombre de sommets qui a eu lieu entre 2012 et aujourd'hui, pour peu d'efficacité, effectivement. Donc je crois qu'effectivement, il faut passer des paroles à l'acte. Mais je crois que les sommets, au-delà des sommets formels, il y a aussi un besoin de compréhension important de ce qui nous arrive, de ce qui arrive à la région. Je crois que très souvent, ce qui a caractérisé les réponses dans la région, les réponses contre l'insécurité, c'est la précipitation et parfois l'action sans le recul nécessaire et sans la réflexion qui doit précéder cette action. Oui. Alors merci Monsieur Maïga, nous vous invitons à rester sur le plateau, le temps de faire un tour d'actualité, un tour d'horizon de l'actualité sportive. C'est dans un instant avec Cheikh Tidiane qui joue contre le Niambro de Louga. Le reste des rencontres prévues donc pour le dimanche, avec notamment cette sortie du solide leader Teungueth FC qui se déplace justement à côté pour y rencontrer l'équipe de Niaritali. Autre rencontre prévue dimanche, Génération Foot contre Dakar Sacré-Cœur, AS Pikine Niambro de Louga. L'Union sportive de Gorée est en déplacement à Thiès pour y croiser le promu Snaps Excellence de Thiès. Bourg Petite Côte d'Ivoire est prévu, tout comme Casa Sport Ziguinchor contre AS Douane. C'est pour le dimanche au stade Aline Sitoé Diatta. Nous enchaînons avec la Ligue 2 pour conformité de calendrier aussi, qui est à sa 10e journée, à l'image certainement avec la complicité donc la régie. Vous verrez le calendrier donc sur votre écran avec ces rencontres plutôt demain à 15h30. Amitié FC qui va accueillir la Renaissance de Dakar. Guédiawaye Football Club est en déplacement à Thiès pour jouer Thiès Football Club. Le reste des rencontres dimanche avec notamment la sortie du leader. Il s'agit de la Linguère de Saint-Louis qui est à Dakar pour y croiser le Dakar Université Club. Union sportive de Wakam Diamono aussi prévu. Tout comme J Fatick contre Kermadior. La Sonacos de Diourbel accueille à Kaolack le port de Dakar. Et puis lundi pour la clôture de la 10e journée à 17h, Demba Diop FC contre Africa Promo Foot. Très rapidement, Binta, le tour d'horizon donc des championnats européens. L'Angleterre qui a entamé sa 26e journée depuis quelques heures à l'instant. Le match qui se joue entre Wolverhampton et Leicester à la mi-temps. 0 but partout entre les deux formations. Le reste des rencontres pour samedi et dimanche. On va suivre donc demain la sortie de Liverpool, celui leader qui est en passe plutôt de remporter le championnat avec des records avec cette formation de Liverpool. Liverpool qui va retrouver donc un de ses joueurs, un de ses métronomes, en l'occurrence Sadio Mané, le ballon d'or africain, qui est de retour de blessure et qui va jouer donc demain face à Norwich City, qui occupe la dernière place au classement de la Première Ligue anglaise. Pour les autres rencontres dimanche, lundi pour la clôture, le choc attendu à partir de 20h entre Chelsea et Manchester United. En France, à l'instant, ça se joue la 29e journée entre l'AS Monaco et l'équipe de Montpellier. C'est en cours de jeu pour l'instant et c'est Monaco qui mène 1-0. Le reste des rencontres samedi et dimanche. Et puis on va suivre la sortie du solide leader, le Paris Saint-Germain, demain à 16h30 face à
Amiens, son dauphin, l'Olympique de Marseille, joue dimanche en début de soirée contre la formation de Lille. Vous le découvrez très certainement à l'image le calendrier du championnat de France en Italie. On va suivre notamment la sortie du leader, l'Inter de Milan, qui joue dimanche à partir de 19h45 en déplacement à Rome chez la Lazio. La Juventus de Turin, qui est son dauphin, joue aussi dimanche face à l'équipe de Brescia pour les autres rencontres entre dimanche et samedi, notamment Lecce contre Spal. Et puis lundi, le Milan AC qui va jouer contre Torino pour la clôture de cette 24e journée du championnat italien. On enchaîne avec le championnat espagnol. À l'instant, ça se joue entre l'Atlético de Madrid et Valence. C'est l'Atlético de Madrid qui mène par 2-1. Demain à 15h, l'FC Barcelone, qui est aux trousses de l'équipe du Real Madrid, joue contre la formation de Getafe. Le Real Madrid, dimanche, le leader qui va accueillir à partir de 20h le Celta Vigo. On enchaîne avec le championnat allemand. À l'instant, ça se joue entre Dortmund et la formation de Francfort. Et c'est Dortmund qui est en phase de remporter la partie, qui mène 3-0. La suite demain, samedi, on suivra notamment, disons, la sortie dimanche de l'actuel leader, le Bayern Munich, qui est en déplacement chez l'équipe du FC Cologne. Leipzig joue contre la formation de Werder Bremen. C'est prévu demain, samedi, à partir de 14h30. Et puis, retour chez nous, on change de discipline. Basketball féminin, le début du championnat. Donc, à l'instant, vous le voyez très certainement avec la complicité, donc la régie. Pierre, si vous l'avez donc à l'image, donc le calendrier des rencontres qui vont se jouer à partir de demain, avec notamment cette première journée chez les dames au stadium Marius Ndiaye, qui va retrouver donc son public à 14h45. Bob Saint-Louis Basket Club à Bourg aussi. Il y a une rencontre entre Bourg Basket Club et Desvaloc. À Ziguinchor, CMT, le promu qui accueille Isaac Sport. À Saint-Louis, pour le compte de la poule B, l'université Gaston Berger joue contre la Jeanne d'Arc de Dakar. Et puis à Rufisque, Saltigué de Rufisque contre AS Fonctionnaire. Et puis Binda, nous allons terminer avec le basket toujours, mais cette fois-ci en messieurs. C'est aussi la première journée au stadium Marius Ndiaye demain pour le compte de la première journée à 18h15. Douane contre Sibac, poule B, Pop, SLBC. Et puis à 16h30, toujours au stadium Marius Ndiaye, le Duc va accueillir le Rail de Dias. C'est bien cela donc. Merci beaucoup, cher Tidiane. Certainement que notre invité aurait voulu entendre un mot sur le championnat Maria. Monsieur Maïga, vous avez un avis sur ce que vous avez entendu? Moi, je suis un passionné de foot, donc je suis resté tout cuit pour suivre non seulement les résultats du championnat anglais, mais aussi les matchs prochains dans le championnat espagnol. Ouais. Vous l'aviez dit, je pense que le cas du Mali est assez exceptionnel. On sort d'une grave crise au niveau de la fédération, mais je pense que l'un des sujets aussi qui m'intéresse en ce qui a trait au football, c'est la question de l'organisation de la CAN, dont le président de la FIFA souhaiterait qu'elle passe à 2 ans au lieu de 4 ans. Je m'interroge beaucoup sur cette proposition d'Infantino. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose pour le football africain, notamment sur le plan des infrastructures, sur le plan des investissements, parce que je pense qu'on est suffisamment en retard dans ces domaines-là. Et je crois que le sport est un élément important de cohésion sociale. C'est aussi un élément important pour notre jeunesse. Donc je ne suis pas sûr des bénéfices non seulement économiques, mais moraux et autres d'une CAN tous les 4 ans. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Monsieur Ibrahima Maïga, merci également à cher Tidiane. Merci à vous, Binta. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi et je souhaite une très bonne Saint-Valentin à tous les amoureux.